Calme-toi Dimitri, la force tranquille, ça tape dans le mille. De midi à minuit, dégomme les mensonges comme des quilles. Depuis qu'il y a des séances publiques, je veux plus au cirque mais à l'hémicycle. Scandale politique et médiatique, pour rien rater il faut que tu cliques. Mec c'est Rémi, le meilleur du pire en ligne de mire. Aucun parti pris, que des avis bien réfléchis. J'suis encore bourré comme un Polac, donc j'pensais voir Laurent Ournac. J'crois que j'suis toujours à côté de la plaque, mais en politique j'sais qui est le crack. Ouais j'sais qui est le crack. Juste milieu. J'crois que j'sais qui est le crack. Salit des kilomètres de presse pour faire un résumé express. Ça charbonne comme un chinois avec la qualité d'un bavarois. On sera en retraite après notre mort, on sera bouffé par l'inflation. Dans le doute je vais voter Voldemort pour les prochaines élections. Passe de la country à la drill sans transition. C'est pas une bonne idée de me confier cette mission. Si t'aimes pas, dégoûte pas les autres. C'est pas moi qui le dis, moi je suis le roi des pauvres. Pour réfléchir j'ai qu'un euro, mais au moins je tomberai pas dans la fraude. Je le prononce Fröhliches-Mittel, comme Angela Merkel. Désolé, je fais ce que je peux, je trouve ma répartie chez Lidl. Des enquêtes exceptionnelles, pas de langue de bois et de l'humour. La revue c'est juste mensuel, les vidéos c'est juste tous les jours. Ouais c'est juste tous les jours. Juste milieu. Regarde ça tous les jours. Juste milieu. Désolé pour mon manque de répartie. Je sais même pas ce que je débite. C'est dur la géopolitique. Ou un peu comme ma République. Ma République, non? C'est dur la République quand même, non? Ouais? Non? Ah non, c'est mou, non? Ouais, les mecs se font chier, on dirait un peu. Ouais, c'est un peu mou. Enfin, ça dépend dans quel pays. Ouais. Bah, j'y connais pas grand chose, moi. Et c'est quoi une démocratie déjà? Ça tourne en boucle comme BFM, t'existes plus comme REM. Tout est en grève comme RER, ça capte partout comme France Inter. Faut pas croire tout ce qu'on dit à la télévision. Merci YouTube pour la liberté d'expression. C'est la vérité absolue, juste de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. C'est la vérité absolue, juste de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. Calme-toi Dimitri, la force tranquille, ça tape dans le mille. De midi à minuit, dégomme les mensonges comme des quilles. Depuis qu'il y a des séances publiques, je veux plus au cirque mais à l'hémicycle. Scandale politique et médiatique, pour rien rater il faut que tu cliques. Mec c'est Rémi, le meilleur du pire en ligne de mire. Aucun parti pris, que des avis bien réfléchis. J'suis encore bourré comme un Polac, donc j'pensais voir Laurent Ournac. J'crois que j'suis toujours à côté de la plaque, mais en politique j'sais qui est le crack. Ouais j'sais qui est le crack. Juste milieu. J'crois que j'sais qui est le crack.
Salit des kilomètres de presse pour faire un résumé express. Ça charbonne comme un chinois avec la qualité d'un bavarois. On sera en retraite après notre mort, on sera bouffé par l'inflation. Dans le doute je vais voter Voldemort pour les prochaines élections. Passe de la country à la drill sans transition. C'est pas une bonne idée de me confier cette mission. Si t'aimes pas, dégoûte pas les autres. C'est pas moi qui le dis, moi je suis le roi des pauvres. Pour réfléchir, j'ai qu'un euro, mais au moins je tomberai pas dans la fraude. Je le prononce Fröhliches Mittel, comme Angela Merkel. Désolé, je fais ce que je peux, je trouve ma répartie chez Lidl. Des enquêtes exceptionnelles, pas de langue de bois et de l'humour. La revue c'est juste mensuel, les vidéos c'est juste tous les jours. Ouais, c'est juste tous les jours. Juste au milieu. Regarde ça tous les jours. Juste au milieu. Désolé pour mon manque de répartie. Je sais même pas ce que je débite. C'est dur la géopolitique. Ou un peu comme ma République. Ma République, non? C'est dur la République quand même, non? Ouais? Non? Ah non, c'est mou, non? Ouais, les mecs se font chier, on dirait un peu. Ouais, c'est un peu mou. Enfin, ça dépend dans quel pays. Ouais. Bah, j'y connais pas grand chose, moi. Et c'est quoi une démocratie déjà? Ça tourne en boucle comme BFM, t'existes plus comme REM. Tout est en grève comme RER, ça capte partout comme France Inter. Faut pas croire tout ce qu'on dit à la télévision. Merci YouTube pour la liberté d'expression. C'est la vérité absolue, c'est de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. C'est la vérité absolue, c'est de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. Calme-toi Dimitri, la force tranquille, ça tape dans le mille. De midi à minuit, t'es comme les mensonges comme des quilles. Depuis qu'il y a des séances publiques, je veux plus au cirque mais à l'hémicycle. Scandale politique et médiatique, pour rien rater il faut que tu cliques. Mec c'est Rémi, le meilleur du pire en ligne de mire. Aucun parti pris, que des avis bien réfléchis. J'ai encore bourré comme un Polac, donc je pensais voir Laurent Ournac. Je crois que je suis toujours à côté de la plaque, mais en politique c'est qui est le crack. Là, on est. Oh putain, ça marche ou ça marche pas? J'ai capté tout de suite, hein. Donc pas de moquerie, hein. J'ai tout de suite vu que ça marchait pas. Donc il y a vraiment du progrès sur cette fin 2024. Normalement, là, vous m'entendez. Si tout va bien, j'avais vu. Voilà. J'espère que vous allez bien, messieurs, dames. Quelle entrée en matière, une fois de plus, une fois n'est pas coutume. Voilà. Est-ce que vous êtes en forme, les copains? Est-ce que tout va bien? On est mercredi 13 novembre 2024, 16h48. Et demain, 400e épisode de
du Juste Bistrot. Par déduction, aujourd'hui, c'est clairement le 399e. J'espère que vous allez bien en ce jour sain de farce tranquille, les amis, à 18h. L'épisode est dans la boîte, on parle des États-Unis, mais pas que, on parle de beaucoup de choses. Donc on va se régaler. Donc on va se régaler dans ce nouvel épisode, les copains, à 18h. Mais en attendant, on reste un petit peu du côté des États-Unis avec Michel Onfray qui nous a régalé. Je vais vous parler de ça. Il nous a régalé. J'ai commencé à écouter hier. Il devient complètement gaga, Michel. Mais il nous régale. Mais il nous régale. Et on aura de manière un petit peu moins cocasse un article intéressant de Libération sur Netanyahou qui semble plus que jamais menacé sur des questions de politiques intérieures. Donc on va parler de ça en deuxième partie de l'émission ou en première partie. Je ne sais pas moi-même quand est-ce que je vais en parler. Il y a une incertitude dans cette émission de manière générale. C'est assez dingue. C'est assez dingue. Donc vous verrez un petit peu quand est-ce que je le décide. Pour apprécier. Finalement, c'est pas plus compliqué que ça. Donc, les amis, avant toute chose, est-ce que vous êtes en forme? Voilà, c'est le plus important. Est-ce que tout va bien? Merci à Blueby3 pour le sub 15e mois. Merci à la Girafe 84, le subprime 16e mois. Merci Fredo Diabolo, subprime 23e mois. On a qui? On a Fléau 93, subprime 20e mois. Merci beaucoup. Et voilà les copains. Pour ce début d'émission. Alors, je vais prendre tout de suite vos messages parce que j'ai vu que la vidéo d'hier fait réagir, hein, l'analyse sur Donald Trump. J'étais vraiment content parce qu'il y a eu plein de retours en commentaire, de retours super intéressants, de questions, de désaccords, de tout ça. Ça m'a plu. Ça m'a plu, donc c'est vraiment l'esprit. On peut continuer le papotage, si vous voulez, bien sûr. Aujourd'hui, les amis, creusez un petit peu la chose. Si vous avez d'autres questions, d'autres réactions, c'est du bonheur. Voilà. Faza 94 qui dit comment ça va, Rémi? Ben, ça va. On a toujours le pied dans la Birkenstock de CRS là, mais on est bien. Voilà, on se régale. Assassin crétin qui dit pour une fois je chope le début. Salut Rémi, ben, salut camarade. Voilà, est-ce que ça va? Il y a Vivi Lulu 68 qui dit non, grippe, cloué au lit. Alors courage camarade. J'espère que ça roule. Que ça va rouler. Actuellement, c'est peut-être pas le Brésil, mais ça va aller mieux. Oxa Diaries qui dit sur X, il n'y a pas trop d'auditeurs et tu négliges cette plateforme lors des lives Twitch. Oui, mais c'est pour ça que j'invite tout le monde à venir sur Twitch. Hein. C'est priorité à Twitch, c'est normal. Le Juste Bistrot, c'est d'abord une émission Twitch. Voilà. Donc en fait, je le dis quasiment à chaque fois. Kunjun73 qui dit est-ce que tu as vu le reportage de Off Investigation sur les médias français? Pas du tout. Pas du tout. J'essaie de regarder des trucs, mais c'est serré en ce moment. J'ai pas beaucoup de temps. J'ai passé une journée de merde à essayer d'être sur tous les fronts, donc c'est la galère. Je fais pas tout ce que j'aimerais. Tu vois, c'est con. Donc je me note ça. Je vais essayer de regarder avec grand plaisir. Muriel MRL, que j'embrasse, qui dit « Tu es très pessimiste, Rémi, sur l'élection de Trump. Moi, je veux être optimiste. » Ben, t'as raison, ma Mumu. Faut être optimiste. Après, je pense pas que... Est-ce que vous avez trouvé que c'était pessimiste, ce que je vous ai dit hier? Je trouve pas. Pour ma part, je trouve que c'est prudent. Alors, c'est vrai que la prudence peut s'apparenter à du pessimisme. La prudence, c'est la crainte que ça parte en cacahuète. Et je suis d'accord que bon, le mec prudent n'est pas le mec le plus optimiste du monde. Ça, je suis d'accord. Mais j'ai été beaucoup plus pessimiste dans ma vie. Tu vois, notamment quand je regarde mon bid, je me rends bien compte qu'on fera pas la une de JQ, tu vois. Donc voilà. Il y a Philippe Maurice BE qui dit t'as pas parlé des guerres en cours, uniquement du wokisme. Alors, sauf erreur, si. Sauf erreur, j'ai parlé de l'Ukraine, j'ai parlé d'Israël-Palestine, notamment sur le fait que Netanyahou voyait l'arrivée de Trump d'un bon œil. Enfin, il me semble en avoir parlé. Peut-être pas assez, cher Philippe Maurice BE, mais sauf erreur, j'en ai parlé. Victor Macno qui dit on se voit samedi, Rémi. Ben oui, ça fait plaisir. Parce que samedi, c'est Brienne-le-Château. Samedi, c'est Brienne-le-Château, les copains. La nouvelle date du spectacle, le samedi 16 novembre, à la salle polyvalente de Brienne-le-Château. On n'est pas loin de Troyes, on n'est pas loin de Chaumont, on n'est pas loin de Bar-sur-Aube. On va se régaler, on va se fendre la gueule. On est ensemble. C'est le spectacle, les amis. Quel plaisir maintenant. Hein, toujours un peu plus de plaisir à chaque date. Je me régale et ça fait plaisir. C'est du bonheur. Tout en sachant que, vous le savez, il y a plein de nouvelles dates qui déboulent les copains.
On va aller, pour finir l'année, hein, je vous montre un petit peu le planning de cette fin d'année 2024, de cette tournée. Voilà. On a, tac, 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 Brienne-le-Château, le 16 novembre. On a Toulouse, 28, 29 et 30 novembre. Alors, les amis de Haute-Garonne, les amis toulousains, j'ai eu des infos de la salle. Il reste déjà plus beaucoup de places. Il reste moins d'un tiers des places. On joue 3 soirs de suite. C'est une salle de 70 places. Donc c'est une petite salle. On a déjà vendu les 2 tiers des billets. Donc tardez pas trop, chers camarades de Toulouse. Théâtre du Visiteur, c'est à Plaisance-du-Touche. C'est juste à côté. Et on va essayer de bloquer un bistrot qui est juste à côté de la salle tous les soirs. Alors je vais y aller mollo parce qu'il faut que je joue 3 dates. Donc, si vous voulez la fiesta, c'est samedi. Mais on va essayer de faire ça pour partager un moment sympatoche. Et la dernière date de l'année, ce sera samedi 14 décembre 2024 à Montpellier. Comédie du Mas au Crest. Donc pareil, c'est juste à côté de Montpellier. Et pareil, à Montpellier, les copains, on va essayer d'organiser un truc sympatoche, mais il reste 22 places à Montpellier. Donc pareil, ça va vite, ça va très très vite sur ces dates-là, les copains. Ça fait plaisir, voilà, l'engouement est toujours là, il reste 22 places. Je viens de contrôler sur le smartphone. Donc voilà les copains. Je vous envoie le lien où vous avez toutes les dates de la tournée. Regardez bien parce que plein de nouvelles dates arrivent. On a ajouté d'ailleurs récemment... pour les amis du Sud, je suis content parce que je vais jouer quasiment à domicile. On a ajouté Alès. Alès, ce sera le 12 avril 2025 à 20h au Pelouse Paradise, juste à côté de Nîmes. Donc ça, c'est chouette. Ce sera Alès. Ça fait partie des nouvelles dates, hein. On en a déjà ajouté certaines. Il y a Narbonne également. Et il y en a d'autres qui arrivent. Voilà les copains, on va se régaler. On va se régaler, ça fait plaisir. C'est le bonheur d'être avec vous, le bonheur de jouer ce spectacle devant vous. J'espère que ça va vous plaire. Et surtout le bonheur de partager un moment avec vous derrière les copains. Voilà, et ça c'est bien, ça c'est bien. Il y a Franco-Arménien que j'embrasse qui dit bonjour à tous et vive le Bitcoin. Alors, c'est vrai que pour ceux qui ont mis des pesetas dans le Bitcoin, on est bien en ce moment. On est pas mal, hein. Là, il arrive à 90 000 le truc. C'est complètement fou, hein, complètement taré, hein. Philippe Maurice BE qui répond à ce qu'on se disait tout à l'heure, qui dit concernant Trump, et en tant qu'eurosceptique, je suis ravi car l'Europe ne sert pas nos intérêts, donc si elle s'affaiblit, ça me va. On a été voir ton spectacle à Liège, c'était trop bien. Merci beaucoup, merci mon camarade. Mais je comprends ton point de vue, hein, et je suis loin de le rejeter, hein. Comme je l'ai dit hier, je comprends ce point de vue, mais pour moi, ça n'est pas le plus pertinent. Voir l'élection de Donald Trump d'un bon œil comme une menace pour l'Union européenne, si vous voulez, pour moi, ça revient un peu à être dans une barque et se satisfaire de passer à côté d'un bateau de croisière, parce que c'est joli. Oui, c'est joli. Mais avec la vague, en fait, ta barque, elle va prendre une branlée. Et c'est ça, en fait. In fine, c'est nous qui en subissons les conséquences. Donc, je comprends le point de vue, mais pour moi, ça n'est pas le plus prudent, si vous voulez. Ça n'est pas le plus prudent. Mais c'est le débat intéressant, voilà. Et c'est ça, voilà, ça me plaît. Poutrel85 qui dit également, si j'ose me permettre, le fait que Trump soit élu président peut donner du courage pour ceux qui pensaient que tout était perdu d'avance, y compris en France. Pourtant, ils ont essayé plusieurs fois de l'assassiner médiatiquement, mais pas que. Complètement d'accord sur ce point-là. Effectivement, hier, j'étais peut-être pas très clair là-dessus, mais l'élection de Trump sur l'aspect mouvement populaire est une super chose. Par contre, et c'est là où je remets une couche de prudence, peut-être à l'excès, mais euh, il ne faut pas se tromper de symbole. Tous ceux qui vont s'autoproclamer en France, notamment les nouveaux Trump, pour essayer de profiter de la vague et de duper les gens, non. Dupont-Aignan, que j'apprécie pour sa ligne politique, pas pour toutes ses positions, mais j'apprécie sa ligne politique, on ne me fera pas gober que Dupont-Aignan est le nouveau Trump. Zemmour encore moins, Bardella encore moins. Donc c'est là où, si vous voulez, Trump est sur le plan populaire une bonne chose, mais en France, nous n'avons pas d'équivalent. Et je suis pas loin de dire en Europe tout entière d'ailleurs, dans l'Union européenne tout entière. Nous n'avons pas d'équivalent, donc attention à ça. Pour être complotiste, je fais une petite parenthèse complotiste, mais ça reste entre nous, d'accord? Vous avez rien, ok? Vous avez rien entendu. Mais je pense que l'Union européenne, au contraire, prépare le terrain à des supposés nouveaux Trump. Regardez Mélanie. Très vite, Mélanie, on l'a comparé à Trump en disant c'est le populisme, machin, machin. Mais c'était pour mieux tromper les peuples derrière. Donc j'ai peur que justement l'Union européenne accélère, enfin facilite
l'arrivée de potentiels nouveaux Trump au sein de l'Union européenne en jouant un jeu de dupes, enfin, doublement un jeu de dupes, si vous voulez, en disant ah, Trump, c'est pas bien, Trump, c'est pas bien. Vous avez vu, vous avez des Trump qui poussent dans l'Union européenne. Et en fait, l'UE voit bien l'intérêt qu'elle a à mettre au pouvoir ces gens-là. Si Bardella est le nouveau Trump, la menace pour l'Union européenne, c'est Bubule, si vous voulez. C'est vraiment Bubule. C'est la même menace qu'un yaourt allégé dans mon frigo, si vous voulez. C'est pas, voilà, envoie-moi du poulet. Envoie-moi le poulet froid mayonnaise, ça c'est très bon. Ça c'est très très bon. Donc, voilà, je pense que l'Union européenne va essayer peut-être de tordre la réalité et de faire croire en l'émergence de nouveaux Trump au sein de l'UE pour mieux en profiter finalement. Et d'ailleurs, un Orban, on n'est pas loin du compte. Alors, il a le mérite de l'ancienneté, on va dire. Mais Orban, rappelez-vous que c'est quand même un ancien banquier d'affaires de Goldman Sachs. Alors, peut-être un mec du système repenti, je veux bien le croire, mais attention quand même, quand vous regardez le parcours de Viktor Orban, bon, on n'est pas non plus sur un grand sauveur des peuples, hein. Sauveur. Ça se dit sauveur? J'ai un doute. Non, ça se dit pas. Si, ça se dit. Le sauveteur. Ouais, pourquoi pas. C'est quoi la différence? J'en ai aucune idée. Alors ça, c'est une bonne question. Ah ouais? Sauveteur. Quelle est la différence pour vous? Ah, allez, on se pose des questions dans le Juste Bistrot. Je viens de me rendre compte qu'on avait deux mots pour le même truc. C'est comme tocard et séjourné. Oh non, arrête. Commencez doucement. Allez, sauvetage, ouais. Ouais, mais sauvetage aussi, finalement. Il y a Oxa Diaries, il dit ça. Et bon, on se pose des questions sur le vocabulaire ici, hein. On est sérieux, c'est important, hein. Donc, c'est intéressant, en vrai, il y a... qui dit ça? Je l'ai vu passer. Gilomax92 qui dit le plus gros Trump français serait Bolloré. Et c'est vrai que c'est pas con. J'avais pas vu le parallèle, tu vois. C'est vrai que c'est pas con. Le côté homme d'affaires gavé de pognon qui décide de se jeter en politique avec son argent en étant un peu contre le système, c'est vrai que j'avais pas vu ça. J'avais pas vu sous cet angle-là mon Gilomax 92. Je trouve ça très intéressant. Merci à Isa Tricotte pour le seul 32e mois. Merci beaucoup. Philippe Maurice également qui dit clairement l'Europe ne laisserait jamais un Trump émerger. Au final, au niveau mondial, ça reste plutôt une bonne nouvelle qu'une mauvaise, à mon sens. Et c'est tellement jouissif de voir la classe politico-médiatique se planter. Je te rejoins. Ouais, non, c'est Victor Macno qui drahi Patrick Drahi. Alors pour le coup, ça me semble encore moins anti-système. Mais puis l'ancrage national. Parce que les Patrick Drahi, il a plusieurs nationalités, il défend des intérêts. Ah ouais, c'était une blague, merde. Moi, je suis premier degré. Il me dit, je plaisante. Ouais, faut pas oublier que je pars au quart de tour, hein. Attention quand même. Attention. Euh... Babcom 5 qui est rempli de confiance, ça fait plaisir. Qui dit Trump va se faire tuer avant le 20 janvier, Rémi. Voilà. C'est même pas une question. Apparemment, il a des infos qu'on n'a pas. C'est aussi une possibilité. C'est aussi une possibilité. Je n'ai toujours pas d'ailleurs la réponse à ce que disait quelqu'un dans le chat, enfin la question qui était posée dans le chat hier, de savoir ce qui se passait politiquement aux États-Unis si le président était tué avant d'entrer en poste. Alors là, on est. Vous me reprochiez. Ouah, je sais plus parler, gros, je suis fatigué. Vous m'avez reproché tout à l'heure de ne pas être optimiste. Alors là, c'est pas moi qui ai commencé, hein. Mais c'est vrai que j'en ai aucune idée. J'ai pas cherché aujourd'hui, j'ai pas eu le temps de chercher. Donc je sais pas, mais c'est une bonne question. Il faudrait trouver cette réponse. Satanée réponse. Damned answer, comme on dit. Victor Macno, qui connaît une cartomancienne pour lancer les paris? Oh, bah oui, c'est clair on est pas mal là-dessus. Alors, on va attaquer gentiment les amis avec le premier sujet que je voulais évoquer avec vous. Après on parlera de Michel Onfray parce que là on va ricaner à mon avis. Et on commence avec cet article de Libération qui m'a vraiment intéressé. C'était aujourd'hui, hein. Au bord du gouffre, Benjamin Netanyahou joue la montre. Alors que son entourage fait face à de sérieuses accusations de dissimulation, diffusion et falsification de documents secrets défense, le Premier ministre israélien attaque ses opposants, le monde et les vestiges d'un état de droit en perdition, en espérant retarder sa chute. Donc, merci à Panada, 888 pour le sub 14e mois. L'article de Libération est très intéressant parce que le contexte, vous le connaissez comme moi. On ne parle désormais quasiment plus de ce qui se passe en Israël. Vous avez vu, ça suit plus ou moins la même trajectoire que l'Ukraine. Ça s'éteint petit à petit dans les médias, faisant croire à un affaiblissement du conflit ou autre, mais les gens continuent de mourir. C'est terrible, mais la réalité est là. Et l'article de Libération est intéressant parce qu'il nous ramène au tout début. Au tout début du conflit,
Et avant même le 7 octobre, il faut quand même se rappeler que on est face à un Netanyahou euh, dont la place est en prison, hein. Il sait qu'une fois que son mandat sera terminé, de gré ou de force, il sera poursuivi, il sera jugé. On est face, il faut quand même le rappeler, parce que je trouve ça très intéressant qu'on l'ait oublié aussi vite, que Netanyahou est quand même un dirigeant politique d'extrême droite. Donc moi, ça me pose aucun problème, mais nos médias qui hurlent à la mort dès qu'un politicien est d'extrême droite, là, curieusement, ça se passe bien. Donc il faut quand même rappeler ça, Libération revient là-dessus, et revient aussi sur des premiers éléments qui étaient sortis après l'attentat du 7 octobre, sur le fait que il y ait eu des alertes faites au pouvoir israélien et que tout cela n'ait pas vraiment été entendu. Et l'article revient là-dessus, je vous lis les 2 premiers paragraphes qui sont vraiment éclairants, qui remettent ces enjeux-là au centre de la carte, si j'ose dire, et qui nous rappelle des éléments très importants, hein. Le sol devient de plus en plus meuble sous les pieds de Benjamin Netanyahou. Depuis la levée de la censure, début novembre, sur une série d'enquêtes impliquant lourdement des membres de son équipe. 2 d'entre elles portent sur la modification de procès-verbaux de réunions secrètes dans les jours qui ont suivi l'attaque terroriste du Hamas du 7 octobre 2023. Une autre se focalise sur un chantage potentiel. Une dernière concerne une fuite d'informations confidentielles à la presse étrangère qui justifiait le contrôle par Israël de la frontière entre Gaza et l'Égypte, sabotant les efforts de négociation avec le Hamas. Donc, vous avez vu ce qui est reproché actuellement, ce sont des motifs gravissimes, hein. Et pour continuer, ces enquêtes se penchent donc sur des tentatives de dissimulation et de falsification d'informations classées secret défense sur le début de cette guerre, des faits qui pourraient bien se transformer en une grave affaire d'État si le gouvernement refuse toujours d'ouvrir une enquête en bonne et due forme sur les faillites sécuritaires avant le 7 octobre. 2 versions s'opposent sur l'alerte qui aurait été lancée dans la nuit du 6 au 7 octobre 2023, quand des centaines de cartes SIM ont été activées en même temps par le Hamas. Selon certaines sources, le Premier ministre aurait été prévenu immédiatement. D'autres affirment qu'il n'aurait été mis au courant qu'à 6h29, à l'instant précis où l'attaque du Hamas a démarré. S'il n'existe plus de doute sur le fait que des faillites sécuritaires se sont produites en amont de cette journée fatale, la question est de savoir ce que Netanyahou savait, s'il a ignoré des alertes ou s'il n'a rien su. Sans ironie, ses défenseurs n'hésitent pas à affirmer que dans la nuit du 6 au 7 octobre, Benjamin Netanyahou dormait. Devant ces nouvelles fuites, Netanyahou plaide l'ignorance. Les enquêteurs s'intéressent pourtant au moins à son chef de cabinet Zachi Braverman, un opérateur de longue date du Likoud, le parti du Premier ministre, et donc très proche du Premier ministre, et un de ses porte-parole, Eli Feldstein. Donc, on a une fois de plus des éléments qui sont en train de ressortir, euh, qui sont cruciaux, qui sont vraiment très importants, et qui nous ramènent au tout début du conflit. Il faut rappeler que ces zones d'ombre sur l'absence de réaction des services intérieurs israéliens, alors que des alertes auraient été lancées, on va être au conditionnel, par les services secrets, il me semble, de l'Égypte, si je ne dis pas de bêtises. On n'a toujours pas de réponse là-dessus. Les éléments qui sont avancés là, et qui sont des éléments qui font beaucoup parler dans la société israélienne, hein. C'est pas un délire de libération. Vous allez regarder des médias israéliens que vous pouvez traduire en français, et vous allez voir que beaucoup de sites de médias en Israël parlent de ça. Donc c'est vraiment très important de le rappeler. Et Libération nous met aussi un élément, là encore, que l'on peut constater depuis le début, c'est qu'il y a dans le comportement de l'armée israélienne, dans le comportement d'Israël aujourd'hui, dans sa réponse face au 7 octobre, il y a une volonté de Netanyahou de détourner l'attention de son cas personnel. C'est aussi une réalité de terrain. Je vous lis ce que nous dit Libération, qui est plutôt pertinent, qui me semble difficile à nier. Au même moment, le Premier ministre essaie encore de repousser son apparition devant les juges dans ses affaires de corruption. Ses avocats avancent que la conduite de la guerre ne lui a pas laissé assez de temps pour se préparer à son témoignage qui devait débuter le 2 décembre et que sa présence devant le tribunal à une heure rendue publique le mettrait aussi en danger. Euh, Vous avez d'autres éléments un petit peu plus bas euh, pour vous dire en plus le comportement, hein, de Netanyahou face à tout ça. En public, dans certains médias acquis à sa cause et surtout sur les réseaux sociaux, Netanyahou n'hésite pas à attaquer directement la procureure générale, la police, l'état-major de l'armée, l'opposition, les médias indépendants, dernier vestige de contre-pouvoir dans une démocratie israélienne que son gouvernement cherche toujours à asservir à l'exécutif. Donc voilà en plus le comportement derrière de Netanyahou face à toutes ces accusations, face à tous ces comportements. Et on a quelque chose d'extrêmement suspect et qui n'est absolument pas relevé. À part Libération, difficile de lire ce genre d'éléments dans les médias français ces derniers jours. Donc je voulais vous rappeler ça, les copains, vous rappeler ces éléments-là, parce que, euh, parce que je trouve que
euh, ça remet un peu l'église au milieu du village, si j'ose dire. Ça remet un peu tout ça tout ça en place, parce qu'on l'a oublié. On a eu tendance à l'oublier avec la succession des événements, mais normalement, dans 2 semaines, Netanyahou doit être devant le tribunal. Donc vous avez un pays en guerre, aujourd'hui il s'agit d'Israël, mais de manière générale, la communauté internationale devrait regarder cela froidement. Et ça ne dérange personne. Alors, vous allez me dire, je découvre les équilibres géopolitiques, ça n'est pas un secret que l'Occident soit plutôt conciliant avec les positions d'Israël, mais aujourd'hui ça devient de plus en plus criant dans un contexte hautement compliqué. Donc je voulais vraiment vous parler de ça, c'était dans Libération d'aujourd'hui, si vous voulez jeter un œil sur cet article un peu géopolitique, parce qu'il est très important de continuer de parler du conflit israélo-palestinien, avec aujourd'hui la Palestine qui a été ravagée, hein, c'est assez clair, et les comportements de l'armée israélienne qui sont de moins en moins lisibles. Quel que soit le camp que vous soutenez, c'est pas, enfin, de toute façon, c'est pas un match de foot, hein, de manière générale, dans ce conflit, très difficile de lire les volontés du côté de l'armée israélienne, même si on a une idée du côté de certains dirigeants israéliens, avec ce projet de Grand Israël, c'est quand même relativement clair. Donc, voilà, les amis, pour ce premier volet. Ce que je voulais vous dire là-dessus, prenez le temps, posez vos questions, les copains, on papote dans le chat, bien évidemment. Allez-y de bon cœur. Une info qui vient de tomber, il y a du breaking news dans le Juste Bistrot, vous le savez. Donald Trump a évoqué l'hypothèse de se représenter à la Maison-Blanche, ce qui est interdit par la Constitution américaine lors d'un discours devant des républicains à Washington. Donc, c'était à 16h36, info de l'AFP. Donc, il y a 33 minutes, très exactement. Vous le savez, je suis un génie. Je suis un génie en pronostic, voire en prédiction. Une sorte de Nostradamus de Stocomanie. Je vous prédis que demain, dans les journaux, et je serai là pour vous le montrer si tel est le cas, que vous allez avoir des articles qui vont nous dire Trump veut contourner la Constitution américaine, c'est un scandale, c'est terrible, Hitler, le mal de dos, enfin vraiment, tous les pires trucs. Alors, pour rappel, je vais vous montrer quelque chose qui est l'équivalent d'un vaccin, si vous voulez. Qui est une sorte de, je vais vous vacciner ce soir en direct. Voilà, je vais vous vacciner parce que vous allez avoir l'antidote. Je vais vous donner l'antidote à, euh, à, euh, à l'information concernant la déclaration de Trump et comment elle va être traitée. Rappelez-vous qu'Emmanuel Macron avait fait la même chose. Voilà, il avait fait exactement la même chose en mai 2024. Il avait expliqué que l'impossibilité de faire 2 mandats dans la Constitution française, c'était une funeste connerie. Voilà. Donc, juste pour vous dire que ne paniquez pas. Les médias vont nous expliquer qu'un président qui remet en cause la Constitution, c'est le nazisme, le stalinisme et le retour d'Interville. Donc vraiment le pire truc, sans les vachettes. Donc les pires trucs possibles. Interville, hein, pas le stalinisme. Mais Macron avait fait pareil. Voilà. Ben, donc juste, voilà, vous inquiétez pas, c'est normal. Vous avez l'antidote. Si demain votre oncle relou vient vous voir en disant hey, t'as vu, quand même, Trump, il veut faire 3 mandats, pourquoi pas président à vie? Là, vous lui dites tiens, j'ai pas entendu, t'as dit Trump ou Macron? Parce que c'est pareil. Et là, c'est bon. Et là, l'oncle relou, il fume une malbiche, il va sur la terrasse, il se remet en question. Il se remet en question, évidemment. Donc, voilà. Voilà, les amis, sur l'info qui vient de tomber. C'est du breaking news. Ça ne cesse. Hein. Ça ne cesse de tomber. Les informations. Et d'ailleurs, on en a parlé, donc c'est important. C'est important. Euh, vous vous rappelez peut-être hein, de cette information d'Emmanuel Macron qui voulait faire son discours à l'intérieur de Notre-Dame de Paris, apparemment marche arrière. Apparemment marche arrière. Il ferait son discours en dehors de Notre-Dame de Paris. Alors, je ne sais pas vraiment quelle est la raison, parce que, bon, au-delà du fait que ce soit la loi, hein, qu'il est interdit pour un représentant politique de faire un discours politique dans une enceinte religieuse, au-delà du fait que ce soit la loi, mais on a compris avec Macron que, bon, la loi, voilà, euh, je ne sais pas vraiment quelle est la raison. Je ne sais pas vraiment quelle est la raison. Affaire à suivre là-dessus, mais apparemment, il fera son discours sur le parvis. Sur le parvis de la cathédrale Notre-Dame de Paris. On verra. On verra. On n'est pas à l'abri d'une surprise, à mon avis. Donc, affaire à suivre aussi de ce côté-là. Voilà.
On y va. On va y aller parce que c'est un gros morceau et je vous tiens jusqu'à 18h. Après, c'est la farce tranquille, les amis. Je vais vous laisser tranquille pour cet épisode hors du commun. Vous allez voir, la lumière a été retravaillée. Non, c'est le plus du fou. Honnêtement, c'est le plus du fou. Michel Onfray. Alors, Michel Onfray, vous savez, c'est un plaisir de fin gourmet. J'aime bien en parler parce que je vous renvoie vers la vidéo que j'avais faite pour expliquer à quel point j'admirais ce type et j'admire toujours certains de ses bouquins, notamment sur la contre-histoire de la philosophie. Bon, aujourd'hui, c'est plus ou moins devenu une imprimante Canon. Alors, pas QAnon, voilà, Canon. C'est vraiment Canon. Il faut faire attention, c'est vraiment Canon. Une imprimante. Il fait un bouquin tous les 4 jours. Voilà, on a une tétralogie sur son fiac, l'anthropologie de ses pieds. Enfin, tu sais plus, mais ça devient pénible. Ça devient pénible. C'est-à-dire que même lui, à mon avis, il arrive sur un plateau. Excusez-moi, je fais la promo, mais lequel? Parce que je sais plus. Vous avez lu mon guide des meilleurs Queen Amman de Rouen? Non? C'est super. Donc c'est pénible. C'est pénible. Mais au-delà de l'admiration que j'ai pour ces bouquins, que j'ai pu avoir pour le bonhomme par le passé, aujourd'hui, on est sincèrement, moi j'ai vu des girouettes dans ma vie. J'en ai vu. Franchement, j'en ai vu. On a des repères en termes de girouettes qui sont solides chez Juste Milieu, vous le savez. Mais alors, Michel Onfray, tu passes à 500 mètres, ça te fait de l'air. Il fait brumisateur avec ses narines. C'est bluffant. C'est bluffant. Et alors là, on a des triples sato axel, saut carpé réception, arrête nasale. Donc c'est très très rare. Il nous a fait des choses extraordinaires. Chez Laurence Ferrari, même elle, à un moment donné, elle a dû le rappeler à la raison. Alors, c'est pas pour du teasing. Vous allez découvrir la vidéo, on va se regarder ça ensemble. Parce que j'ai commencé à l'écouter, notamment dans ma salle de bain. Ça, c'est marrant, parce que c'est un détail, vous en battez les reins, en fait. Mais je le dis. J'ai commencé à écouter dans ma salle de bain, je dis, oula, faut que j'en parle aux copains du Juste Bistrot, parce que là, c'est trop. Je pouvais pas tenir tout seul. Faut que je vous partage ça. Il a lâché les chevaux. Et déjà le titre de la séquence, avec une citation de Michel Onfray, en parlant de Trump. C'est le président des Gilets jaunes. Voilà, donc pour vous donner déjà la tendance de l'émission, on y va plein gaz, on se fait 25-30 minutes, c'est que du bonheur. On commente quand on a envie, on se fout de sa gueule quand on a envie. J'ai déjà envie. Il n'y a pas le son. Et là, sa grandeur à l'Amérique, 2, redonner du pouvoir d'achat à ses concitoyens, et 3, contrôler les frontières des États-Unis. On va juste l'écouter, remercier ses électeurs, affirmer que c'est un mouvement de fond qu'il a porté au pouvoir, et puis je vous passe la parole. D'abord Donald Trump. Et je pense qu'on peut dire que c'est le plus grand mouvement politique qui n'ait jamais existé dans notre pays, et même au-delà. Nous arrivons à un nouveau niveau de notre mouvement politique, car nous allons aider notre pays, car il a besoin d'aide. Nous allons nous occuper de la frontière. Nous avons écrit l'histoire cette nuit. Voilà pour Donald Trump, Michel Onfray. Comment est-ce que vous analysez cette victoire de Donald Trump? C'est la victoire d'un souverainiste contre les mondialistes. Donc ceux qui pensent encore en termes de droite et de gauche, je pense toujours qu'on peut réfléchir en termes de droite et de gauche, parce qu'il y a une droite souverainiste, une droite qui est mondialiste, une gauche souverainiste et une gauche mondialiste. Et lui, effectivement, il est là en train de nous dire « America first », l'Amérique d'abord, les Américains d'abord. Je trouve qu'il a entièrement raison, un chef d'État est fait pour chefer un État, quand il reste un État, et il est là pour défendre ses concitoyens. C'est très exactement le contraire en France, où c'est l'Europe d'abord, la France après s'il en reste, et puis sûrement pas les Français dont je n'ai pas l'intention de m'occuper. Je m'occupe de l'Europe, nous dit Emmanuel Macron. Lui, il dit juste aux gens, moi je suis là pour défendre les Américains qui souffrent. Et effectivement, il défend cette idée qu'on doit pouvoir disposer de frontières pour pouvoir contrôler. Il dit pas on veut pas d'étrangers, on veut pas d'immigrés, il dit pas ça. Il dit ceux qui entrent doivent être connus comme entrants et ils doivent entrer pour des raisons légalement. Légalement, voilà, c'est juste l'éloge de la légalité. Donc évidemment, quand le Parti communiste dit qu'il est fasciste, quand le Mediapart dit qu'il est l'Humanité avait fait sa une. Il avait fait sa une. Ils avaient fait une. Quand le fascisme est rouge, ils adorent. Et donc, mais ce fascisme-là, il le fantasme parce que finalement, il a été 4 ans au pouvoir, que je sache. Donc on va pas dire il sera, il n'a pas été.
Je vois pas pourquoi quelqu'un aurait, plagié le général de Gaulle, mais aurait attendu 4 années au pouvoir pour devenir fasciste en étant réélu une seconde fois. En étant réélu, pardon. Il y a eu l'assaut du Capitole qui a quand même posé un certain nombre de questions. Non, ça aussi, c'est une lecture qui est faite et il a laissé faire. Il a pas, et puis, les portes ont été ouvertes. Il y a des gens qui étaient consentants à tout ça. C'est pas du tout, alors évidemment, la théorie du c'était un coup d'État, il a voulu mettre par terre l'état de droit. Tout ça, c'est le narratif, comme on dit désormais, c'est le narratif des mondialistes qui veulent absolument qu'il soit d'extrême droite, qu'il soit fasciste, qu'il soit homophobe, qu'il ait l'intention de reprendre les déportations. J'ai entendu des commentateurs, en parlant de migrants, voilà, bien sûr. Les déportations. On parlait des rafles. Et je dis, mais voilà, ça y est, c'est reparti. Même lexique, c'est le champ lexical qu'on connaît. Hein. Mais bien sûr. Alors, je sais qu'il y a des déclarations, on a envie de se dire, tiens, Michel Onfray se sort les doigts. Mais c'est comme d'habitude, hein. Vous le savez, si vous avez vu la vidéo qu'on a faite, et puis à chaque fois qu'on parle de Michel Onfray, il te sort des trucs, tu dis, ah ouais, solide. Enfin, là, Michel Onfray vient quand même d'assumer le fait que l'invasion du Capitole aurait pu être un coup monté de la part des démocrates. On se rappelle ces vidéos, on voit les policiers qui font rien, les portes sont ouvertes, on a une logique de coup monté. Je ne sais pas par qui précisément, mais on n'est pas sur une invasion avec une ultra-violence. Et tu t'entends Michel Onfray, tu vois, j'ai commencé la vidéo, j'étais peut-être comme vous en mode, mais il est où le problème? C'est après. Non, voilà, vous inquiétez pas. C'est-à-dire que c'est la même chose en France. On connaît exactement les mêmes problèmes avec la France. Moi, je pense que ce sont les chefs d'État qui ne disent pas « mon peuple d'abord », qui devraient aller en haute cour de justice. Je ne parle pas de la suite, mais qui devraient aller en haute cour de justice, parce qu'on devrait leur dire « mais vous avez des comptes à rendre, vous avez été élus par le peuple, pour le peuple, et normalement, la souveraineté nationale, c'est vous. Donc vous n'allez pas demander au peuple qu'il vous mette à cette place, et une fois que vous êtes à cette place, faire de telle sorte que le peuple, vous allez le mettre à la poubelle. Genre, je parle même pas de 1992, on n'a pas le temps pour que je puisse défendre ma thèse sur Maastricht, mais 2005, dans le genre 2008. On la connaît. Oui, et donc cette façon de mépriser le peuple... Voilà. Ça, c'est là où j'ai commencé à me dire, tiens, c'est mignon. Laurence Ferrari, tu sens que elle en a gros sur la patate. To have big on potatoes. Parce que elle se frappe un Michel Onfray toutes les semaines maintenant sur l'émission. Ils ont une émission à rendez-vous, je sais pas quand, face à Michel. Bon, bref. Hein, Girouette Forever, je sais plus comment ça s'appelle. Et en fait, il dit tout le temps pareil. Avec Michel Onfray, vous avez un bingo. Et peut-être qu'un jour, on fera ça. Le prochain épisode de son passage sur Europe 1, je le regarderai pas, vous le regardez pas, et on fera un jeu, on fera le bingo Onfray. Parce que tu as tout le temps les mêmes. Maastricht, il te le prononce dans les 10 premières minutes, grand max. Après, tu peux compter le nombre de jeux, ou de mois-jeux pour être plus précis. T'en as au moins 10 sur des trucs qui n'ont rien à voir la plupart du temps. Et puis, tu as tout le temps les mêmes formulations. J'ai parié une caisse de champagne que ça allait être un Maastrichtien qui allait être réélu. Tu vois, je les connais par cœur maintenant. Et donc, c'est tout le temps la même. Tout le temps la même. Et c'est passionnant. Parce que même Laurence Ferrari, qui est quand même pas, qui est pas la girafe avec le cou le plus musclé, même elle en a plein le cul. Elle dit, mon Michel, oui, Maastricht, oui, Michel. Puis l'autre te dit quand même, non, mais j'ai pas le temps de développer ma thèse sur Maastricht. Ben, t'as pas le temps. Raison numéro 1. Et raison numéro 2, on s'en cire le fiac. Mais vraiment. Et donc, c'est passionnant. C'est vraiment passionnant. Il y a effectivement Flatipus qui dit, j'ai écrit un livre dessus. Ça, c'est un classique. Je vais essayer de vous préparer le bingo Onfray. Il y a peut-être un délire à faire pour la semaine prochaine, parce que je pense qu'on rigole. On essaie de shipper les phrases qui sont tout le temps les mêmes, on le prépare ensemble et on se fera un bingo Onfray, parce que c'est trop drôle, quoi. Il est caricatural. Il est vraiment caricatural. Et puis toujours cette alternance, tu sais, de propos. Tu dis, putain, il balance. Puis tu reviens à des banalités qu'il répète tout le temps. Puis des trucs où tu te dis, oula, il a perdu les pédales, Michel. Où ça n'a plus aucun sens. Enfin, c'est passionnant. Je le veux en première partie, Michel. Il fait même la deuxième partie, s'il veut. Il n'y a pas de problème. Allez, on continue. On l'a vu avec tous les fameux... C'est la revanche des Cendants, et c'est formidable. J'adore le sourire. Et des gilets jaunes américains, en quelque sorte. Mais bien sûr, c'est complètement ça. Et on voit bien qu'il y avait quand même... Les journalistes sont des faiseurs d'opinion. Vous savez bien, enfin, pas forcément... Ils l'étaient. Non. Je veux dire, aux États-Unis... Ils se sont trompés complètement. Non, mais 90% de la presse aujourd'hui. Alors je ne vous parle pas de la France. Hein. Vous avez vu comment, finalement, l'humanité nous dit des choses qui ne sont évidemment pas ce que dit Libération, encore que ce que dit, disons, le Figaro, etc. Mais finalement, au bout du compte, ils nous disent tous voter Macron. Donc, en fait, ils sont en train de formater une opinion, ils font semblant de dire on est très opposés. Vous voyez comment Mélenchon embrasse quasiment sur la bouche Macron quand il le rencontre à Marseille. Finalement, Mélenchon défend les thèses du patronat français sur l'immigration. Enfin bon, tout ce monde-là s'entend très bien. Et d'un seul coup, vous avez un Trump qui dit mais moi, je mets un coup de pied dans tout ça.
tous ces gens qui sont tellement respectueux du climat, des COP, etc., qu'ils voyagent en jet privé pour aller d'une capitale européenne à une autre capitale, pour aller dans leur maison privée de, je sais pas quoi, de Rome, avant de repartir à Tokyo, tout ça avec leur avion privé, en défendant évidemment les thèses écologiques. Et le français, enfin je veux dire, l'américain moyen à qui on dit vous arrêtez de polluer avec votre 4x4 bruyant et votre diesel, là, pendant que ces gens-là font le tour du monde avec des yachts, des avions privés, etc. Donc à un moment ces gens-là ont dit on a marre de votre insolence, de votre arrogance, de votre suffisance. Justement. Et donc je voulais juste dire que effectivement les journalistes fabriquent l'opinion, les sondages fabriquent l'opinion aussi. C'est cette façon de dire c'est touche-touche, c'est vraiment coude à coude. Mais en même temps vous avez 2 ou 3 points qui permettent de dire c'est un peu au-dessus, un peu en dessous. Alors non, si vous dites c'est touche-touche, 2 en plus, 2 en moins, 2 en plus, 2 en moins, ça fait 4 points d'écart, vous avez toujours raison, c'est obligatoire. Hein. Et puis vous avez un raz-de-marée. Obama nous a dit on va mettre un temps fou pour compter les résultats, ça va être difficile. Alors, très serré, très serré. Très serré. Donc évidemment, ça permet de retrouver quelques urnes perdues, de faire de telle sorte que, tiens, d'un seul coup, il y avait une urne républicaine et elle est devenue une urne démocrate. Et puis ces fameuses machines, vous appuyez sur un bouton, vous savez pas où ça part, puis après vous dites, voilà, c'est un vote démocrate. Tiens, c'est drôle, j'avais appuyé républicain. Donc toute cette propagande qui a été faite par les Obama, les Clinton, les Biden, les Kamala Harris, tout ça, c'est un monde qui méprise le peuple. Et le peuple dit, eh ben non, nous, on veut celui-là. Alors, il a des qualités, des défauts, on est au courant, mais c'est quelqu'un qui... Donc là encore, les amis, on est sur ce que je vous disais juste avant. C'est, putain, il est fort, ce Michel. Il balance. Il n'a pas la langue ni dans sa poche, ni dans Laurence Ferrari, là. Qu'est-ce qui se passe? Parce que il balance tout, Michel. Et c'est vrai que, bon, ce matin dans le bus, je me suis dit, avant d'en parler aux copains, je vais quand même réfléchir à ça. Et tu vois, bon, j'ai été un peu con aussi, hein, j'avoue. J'ai cherché les vidéos de Michel Onfray avant l'élection de Trump. Il y en a moins. Là, il sort les trompettes, tu vois. Mais si tu prends par exemple sur Trump, vous avez bien entendu ce qu'il dit. Hein. On va faire un petit saut dans le temps, on va écouter ce que disait Michel Onfray le 21 février 2017. Ça, je ne l'ai pas préparé la vidéo, mais l'avantage avec Michel Onfray, c'est comme un calendrier de l'Avent au 1er décembre. Tu ouvres une case, tu as toujours un chocolat. Là, vous avez vu, il est dithyrambique sur un Trump qui va mettre fin aux élites, aux machins. On est d'accord. Hein. Et je veux dire... le Trump d'aujourd'hui, c'est le même Trump de 2017 sur son rapport aux élites. De toute façon, c'est un mec qui vient des élites. Donc voilà. Écoutez Michel Onfray en 2017. Là, c'est différent. C'est autre chose. Votre regard sur cette séquence? Le problème, c'est que ça fait des années qu'on accable Marine Le Pen de tous les maux, et que le jour où on devrait pouvoir l'accabler vraiment, on ne peut plus le faire. Vous savez, c'est l'histoire du au loup, le jour où, les amis du berger arrivent, le non, loup... Pas encore. Attendez, je vais vous trouver le truc où on parle de Trump. Je pensais que c'était dès le début. Dès qu'on va voir la moumoute orange, on est bon. Attends, là, il fait la promo du bouquin, donc... Bon, on va écouter, on va voir. Il va y à manger le berger. Là, c'est exactement la même chose parce qu'on devrait pouvoir dire qu'elle est islamophobe. Sauf que comme c'est une insulte islamophobe, aujourd'hui, on ne peut plus s'en servir. Parce que Marine Le Pen veut qu'en France, etc. Je suis rentré dans des... On lui a fait savoir qu'il faudrait le voile. Elle peut dire « je n'irai pas » ou « je ne le porterai pas » du monde. C'est l'ubérisation de la France. Je cherche la séquence. Raconter, y compris ses plaisanteries. Ce qu'il appelle une agora live. Les gens disant qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Cette fausse démocratie participative, c'est vraiment la démocratie démagogique où on fait semblant on est au milieu des gens, dites-moi ce que vous voudriez. Des choses comme ça, les candidats eux-mêmes se confient de cette manière-là. L'essentiel n'y est pas. L'essentiel, c'est quoi dans une présidentielle? Là, vous écoutez Michel Onfray, vous avez des velléités pour vous présenter un jour? Le coup, j'y crois. Vous voyez que je suis... Ah, c'est là, c'était à la fin. Vladimir Poutine, c'est quoi? C'est ce que vous appelez le retour de la force brutale? C'est quoi? Ça exprime quoi, selon vous? On ne fait pas de la politique avec des gentils. Et les gens qui paraissent gentils sont des méchants qui se cachent. Donc il faut arrêter. Hillary Clinton... Pensez à qui? Hillary Clinton, ou d'autres. Je veux dire qu'on n'avait pas le choix entre le bien et le mal, entre une gentille et un méchant. On a loupé Poutine. On a loupé parce qu'effectivement, il a fait une proposition pour une Europe qui n'aurait pour le coup pas été une Europe libérale. On l'a refusée. On l'a
On l'a insulté d'une certaine manière. On l'a insulté avec ses histoires de bateaux qu'on lui a vendus sans lui vendre. On l'a insulté quand le président de la République n'est pas allé inaugurer cet édifice orthodoxe qui vient d'être construit à Paris. On n'insulte pas impunément les peuples. On peut insulter comme ça localement Poutine en ayant l'impression que, puisque le lendemain on passera pour un cadavre à la une de Libération ou du Monde, on est un milliardaire qui va gérer. C'est un va de la monde, on est un grand homme, mais on passe juste à côté d'un peuple. Et c'est la même chose avec Trump. C'est un va de la gueule. C'est quelqu'un qui est milliardaire. Donc il faut voir le réel, pas ce que les gens racontent. C'est quoi le réel? C'est un milliardaire qui va gérer pour les milliardaires en faveur des milliardaires. Il a juste séduit des gens qui vont découvrir qu'effectivement ils ont été trompés. Ça prendra le temps que ça prendra. Voilà, voilà. J'ai mis du temps à la trouver, mais sans surprise. Sans surprise, il dit le contraire. Il dit le contraire de tout ça. Alors, on a le droit de changer d'avis. Ça, c'est vrai. On a le droit de changer d'avis, mais on n'a pas le droit de changer tout le temps d'avis. C'est ça le problème. Et là, Onfray, il est partout. Onfray, il est partout pour nous expliquer que Trump, c'est super. Mais en fait, fallait le dire avant. Fallait le dire avant tout ça. Donc, c'est un peu, une fois de plus, quoi, la météo, le bulletin météo le lendemain, quoi. C'est pour la veille. C'est un petit peu délicat. On revient à l'époque actuelle et ce qu'il nous dit Michel, parce que vous allez voir, ça va commencer à se corser. Il dit, je vais mettre des frontières, je vais vous protéger, on va penser à vous. Et puis, c'est surtout un anti-wokiste. Donc, en ce sens... On y arrive. J'aimerais qu'on reparle de cette révolte du peuple. Est-ce que vous analysez cette victoire de Trump comme telle, comme une révolte du peuple contre les élites? On va juste écouter quelques Français interrogés cette semaine par nos équipes. On leur a posé cette question simple. S'agit-il... Ça, on peut comprendre ici. Alors bien sûr, le personnage, il peut des fois laisser à désirer, mais il parle aux gens simples. Et ça parle. C'est intéressant ce que disent les Français. Bien sûr. Ils ont tout compris, comme toujours. Pas forcément les Français, ceux que vous avez choisis sur un trottoir. Je suis d'accord avec ce que ce monsieur dit, bien sûr. C'est le président des Gilets jaunes. Le problème des Gilets jaunes, c'est qu'ils se sont fait avoir. Avec Alors, à partir de là, j'ai commencé à ricaner dans ma salle de bain. Voilà. Trump, le président des Gilets jaunes. Là, c'est bon. Là, j'ai commencé à me dire, bon, Michel, en fait, il est devenu éditorialiste CNews. Faut brosser les gens dans le sens du poil. Il n'y a aucun intérêt à encourager les gens à penser contre eux. Et maintenant, on t'explique qu'en fait, le redneck d'Amérique du Centre, enfin du centre des États-Unis, c'est le même gars qui met un gilet jaune à Châteauroux, en fait. Bon, bah voilà. À partir de là, voilà. C'est bon. En fait, on est vraiment sur du clientélisme intellectuel par un mec qui t'explique qu'il a lu plein de livres. Mais en fait, lire plein de livres, ça ne veut pas dire comprendre plein de livres. Et ce qui est terrible avec Michel Onfray, c'est que c'est un mec qui, et je le redis, peut produire et a produit des bouquins formidables sur la philo, a tenu des déclarations, des conférences, notamment dans son université populaire, qui est extraordinaire. Mais maintenant, tu as juste un type qui a son rond de serviette sur CNews, qui vient chialer sur le mondialisme, en oubliant peut-être un petit peu vite que le patron de CNews, c'est Bolloré. Et Bolloré, sans le mondialisme, c'est un clochard, en fait. Donc, au bout d'un moment, ça devient... mais d'un ridicule absolu, d'un Onfray, je dirais même pas vieillissant, on s'en fout de l'âge, on s'en fout, mais qui a ce côté vieillissant sur le fait de radoter. Enfin, physiquement, il est comme il est, je m'en fous, c'est pas le sujet, mais il y a cet aspect vieillard de la parole. Il vient, il radote. Bon. Ah ouais, Maastricht, 2005, 92. Trump, c'est président gilet jaune. Mais quel rapport, en fait? Quel foutu rapport? C'est hallucinant. Je trouve ça hallucinant de bêtises, ou en tout cas d'absence de nuance, d'absence de prudence, à la rigueur d'explication. Il y a Philippe Maurice BE dans le chat qui dit « La comparaison gilet jaune redneck, c'est si déconnant ». Pour moi, ça n'a absolument rien à voir. Parce que déjà, le redneck, ça vient du milieu agricole. Les rednecks, c'est ceux qui avaient le cou bronzé en travaillant dans les champs. Parce que c'est dans les États où il fait très chaud. Et ils travaillaient la tête vers le bas. Ils avaient le cou très rouge, très bronzé. C'est pour ça qu'on a dit redneck. Le gilet jaune, c'est un type qui va sur un rond-point avec un gilet de signalisation. Enfin, et même si on creuse dans le contexte économique, politique, historique, oui, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Ou si on veut faire un parallèle, il faut le défendre. Là, Onfray, je trouve, fait du clientélisme intellectuel, qui est de dire, bon, bah, on est sur CNews avec des gens plutôt pro-Trump, plutôt défenseurs des Gilets jaunes, donc on va dire c'est pareil, tu vois. Mais si tu veux, moi, si j'aime Lucas Marchand et Mbappé,
tu vas pas m'expliquer que le prochain match du PSG, en fait, c'est un peu comme la natation, tu vois. Non, c'est pas pareil, en fait. Ce sont deux sports différents. C'est pas grave, ça m'empêche pas d'aimer les deux. Mais tu vas pas me faire croire que PSG Brest, en fait, c'est plus ou moins 100 mètres d'eau. Non, non, non. Et c'est prendre les gens pour des guignols. Et c'est que le début. C'est que le début de la séquence. On a regardé 10 minutes, les copains. Mélenchon, la CGT, le PC, etc., qui ont récupéré cette colère, qui était une colère de girondine, c'est-à-dire en province, c'était sur les ronds-points des villes ou des sous-préfectures de province, et puis d'un seul coup, Mélenchon, qui avait commencé par cracher dessus, avec Coquerel dans la salle des 4 colonnes, ils se sont dit, oh là là, il y a quelque chose à récupérer ici, allons-y, allons maintenant derrière les Gilets jaunes, ils ont tué les Gilets jaunes, ils ont détruit les Gilets jaunes. Mais c'est une voix qui est restée là, c'est une voix qui est restée en travers de la gorge. Et puis, pour continuer, je vais peut-être vous étonner sur un point, mais il y a un truc qui commence à me fatiguer sur Michel Onfray, c'est sa détestation de la France insoumise. Alors vous allez me dire, je ne suis pas le mieux placé pour en parler. Comme je vous l'explique de temps en temps, je déteste certaines têtes médiatiques de la France insoumise. Mais le parti en tant que tel, je trouve qu'il y a des idées politiques qui sont plutôt intéressantes et il faut faire preuve de nuance. Et je reconnais que concernant la France insoumise, je manque de nuance par moment. On va être très clair, je préfère le reconnaître. Au moins, c'est clair, c'est franc. Mais Onfray, je le trouve encore pire que moi. Et de loin. Et vraiment de loin. Parce que vraiment, quand tu commences à lâcher la France insoumise à tuer les gilets jaunes sans trembler de la truffe, faut peut-être pas oublier que tu es assis sur le plateau de CNews, en tout cas de ces médias qui ont contribué à eux détruire et tuer le mouvement des gilets jaunes en les présentant comme des antisémites, des violents, tout ce que vous voulez. Donc il faut quand même avoir les bollocks bien accrochés pour la sortir. Mais il y arrive. C'est là où il est bon. Il y arrive. Je peux me permettre l'expression avec les Gilets jaunes. Et il manque en France quelqu'un qui pourrait donner de la force, de la puissance à cette voix de. Il n'y a pas de Trump français, Michel Onfray. Hein. Non. Personne n'est comparable. Non, c'est pour ça qu'on a cherché, on a dit, dans l'invective, dans la grossièreté, il fait songer à Jean-Luc Mélenchon, d'autres disent, mais non, plutôt à Jean-Marie Le Pen, mais non, c'est plutôt Marine Le Pen. Non, pas du tout. Je pense que tous ces gens-là, Marine Le Pen et Mélenchon compris, sont des gens qui veulent rester dans la configuration européenne. Donc si vous restez dans la configuration européenne, vous n'avez pas le choix d'obéir à la nation française ou au peuple souverain. Vous obéissez à ce que l'Europe vous propose. Donc il faudrait quelqu'un qui dise les Français d'abord, j'en entends aucun le dire, et qui nous dise on va faire une politique qui sera prioritaire pour les Français. On va aider les Français, aimer les Français, c'est le peuple français. Et puis après, si d'autres veulent venir partout de la planète, c'est leur affaire, mais peut-être on leur dira que c'est pas forcément l'hôtel obligatoirement. Et là, je ne vois personne dans les grands candidats susceptibles. Mais c'est peut-être l'heure pour que quelques-uns émergent. Un tout petit mot. Voilà. Là, je me dis, ça va peut-être vous faire bondir. Michel Onfray, alors qu'il ne peut pas l'ignorer, je ne crois pas une seule seconde qu'il n'entende pas les discours souverainistes à droite à gauche et qu'il ne pioche pas un ou deux candidats, au moins pour les citer. Qu'il ne parle pas d'Asselineau à ce moment-là, ou de Philippot, ou de Dupont-Aignan, ou de Kuzmanovic, ou de quiconque, qui a une ligne un peu souverainiste. Donc, on a une mauvaise foi doublée d'un aveuglement volontaire. Alors après, il nuance en expliquant dans les grands partis susceptibles d'eux, mais pour quelqu'un qui s'en prend au système et au fait que justement le système a besoin de grands candidats susceptibles d'eux, dans la mesure où c'est lui qui les choisit. Donc si Onfray ne défend pas justement des candidats non susceptibles d'eux, parce que c'est précisément ces gens-là qui peuvent bousculer le système, sinon ils seraient susceptibles d'être candidats. C'est quand même terrible, quoi. Il est en contradiction parfaite avec lui-même. On ne lui demande pas de faire la promotion de tel ou tel candidat souverainiste, mais de les nommer pour donner la lumière de l'instant à ces gens-là. Et c'est hallucinant, si vous voulez, d'être autant contradictoire, d'arriver, de dire le système maastrichtien, l'UE, le système qui choisit ses candidats, les sondages qui trompent les gens, les médias qui font de la propagande, et au moment où tu as la possibilité de mettre un peu de lumière sur des gens qui vont dans le sens de ce que tu dénonces, et bien là, non. Personne n'est susceptible de... Ouais, mais en fait, il n'y a aucune crédibilité. Sur le souverainisme, Michel Onfray est une pompe à vélo. On ne peut pas le prendre au sérieux. Avec ce genre de séquence, pour moi, on ne peut pas le prendre au sérieux. Il y a eu un commentaire intéressant dans le chat de DRNGR qui dit « Cela dit, quand on regarde les cartes de l'élection US, on pourrait dire que les États-Unis périphériques, pour reprendre l'expression de Christophe Guilluy, France périphérique, ont gagné face aux bastions hyper-urbains bourgeois mondialistes. » C'est une remarque super intéressante. Je suis à moitié d'accord avec toi. Parce que je pense que, de manière générale, se dessinent en Occident des bastions bourgeois mondialistes.
Mais parce qu'ils sont mondialistes, on voit bien qu'ils n'ont plus d'ancrage national. Si vous voulez, comme le disait très bien Glucksmann d'ailleurs, on vit de la même manière à New York qu'à Paris, qu'à Londres, peut-être dans Berlin encore y échappe, qu'à Montréal. Donc si vous voulez, la force des bastions bourgeois mondialistes, c'est justement de n'avoir aucun ancrage. Donc on les trouve dans tous les grands pays de l'Occident, sans distinction. C'est la même vie, c'est le village monde. Après, si on poursuit la distinction qui est de dire, bah, il y a les bourgades mondialistes et la France périphérique ou les États-Unis périphériques ou le Canada périphérique, ça se tient sur la forme, je te rejoins sur la forme, mais sur le fond, je trouve que ça va un peu vite en besogne dans la mesure où ce que tu intègres dans les États-Unis périphériques n'a, à mon avis, aucun lien de près ou de loin avec ce que tu intègres dans la France périphérique. Je veux dire, les schémas d'évolution, ne serait-ce que depuis 50 ans, n'ont rien à voir. Le redneck aux États-Unis n'est pas redneck par volonté d'autonomination, on va dire, et par volonté surtout d'autodétermination. On n'est pas redneck en se déterminant par son action, avec des manifestations sur les ronds-points ou dans les champs de maïs ou je sais pas quoi. Alors que le gilet jaune, il est gilet jaune par son engagement militant, qui est de dire je mets un gilet jaune parce que je suis contre ce qui se passe actuellement et je veux faire partie d'un mouvement populaire. Le redneck, c'est un terme descriptif de paysans qui étaient là dans certains États des États-Unis. Donc, je pense que ça revêt vraiment des dimensions complètement différentes sur le fond. Enfin, en tout cas différentes, il y a peut-être des ressemblances. Mais sur la forme, je peux te rejoindre à la rigueur. On continue. Sur le célèbre politologue américain Francis Fukuyama, qui a récemment exprimé que l'élection de Donald Trump, c'était le rejet décisif du libéralisme. C'est à peu près l'inverse de ce qu'il a dit depuis 20 ans. Formidable. Et ça, j'ai adoré ça. C'est ce matin dans le Figaro, qui reprend ces thèses qui ont été données dans un journal aux États-Unis. Et en deux mots, Francis Fukuyama, c'est quelqu'un qui nous disait qu'après la chute du mur de Berlin, le libéralisme allait triompher, que rien n'allait s'opposer au triomphe planétaire du libéralisme. Et vous aviez en face de lui Samuel Huntington qui avait un livre, ça s'appelait La fin de l'histoire et le dernier homme pour Fukuyama. Et pour Samuel Huntington, il y avait un autre livre qui était Le choc des civilisations. Et Huntington lui disait non, il y a des blocs de civilisation qui sont des blocs spirituels et religieux. Et de fait, si vous mettez de côté tout ce qui est religieux, vous ne comprenez pas grand-chose à la géopolitique. C'est-à-dire la Chine est confucéenne, l'Inde est hindouiste, l'Europe est judéo-chrétienne, mais même dans l'Europe judéo-chrétienne, vous avez des catholiques, mais vous avez des protestants, vous avez aussi des chrétiens orthodoxes. Et ce qui se passe en Ukraine avec la Russie a à voir également avec les conciles théologiques que les gens ne connaissent pas, mais pendant 10 siècles, les conciles ont fait la loi, et il y a un substrat spirituel au conflit de civilisation, aux guerres de civilisation. Moi, je défends Huntington depuis le début. Et je me souviens, j'étais chez Grasset à l'époque, j'étais évidemment un dangereux personnage, puisqu'il fallait absolument défendre Fukuyama, qui était le penseur du libéralisme. Et voilà cet homme qui nous dit Je me suis trompé. un peu trompé. C'est pas vraiment comme ça que les choses se sont passées. Il y a quand même quelqu'un qui nous dit à un moment donné qu'il a mésestimé l'impuissance de l'islam en disant que l'islam n'était pas capable de gouverner. L'islam est au pouvoir depuis 1974 en Iran et dans plein d'autres pays du monde, le Pakistan, etc., etc. Et ils gouvernent, et ils ont une aspiration à gouverner, et l'Oumma a une aspiration planétaire, gouvernement. Donc l'idée que Fukuyama ait pu dire autant de bêtises, qu'il ait pu être soutenu par tous les défenseurs de Kamala Harris en France, Saint-Germain-des-Prés, la gauche bobo, etc., enfin, tous ces gens-là qui nous disent... Alors là, on a deux pépites. Ça mérite l'arrêt. Ça mérite l'arrêt au stand. Première pépite, Michel Onfray s'en prend à un intellectuel qui a osé reconnaître qu'il s'était trompé. Alors là, c'est vraiment, on est dans une fable de Molière. Hein, c'est la cigale et la fourmi, si vous voulez. Michel Onfray, qui ne reconnaît jamais s'être trompé, alors que les occasions ne manquent pas, s'en prend à quelqu'un qui a eu au moins ce mérite-là de dire effectivement je me suis planté. Déjà, c'est du miel. Et deuxième supplément de miel, pour vous dire à quel point le Michel, à mon avis, là, il a raccroché les crampons. Le mec des boules te dit à l'époque j'étais chez Grasset, puis il te fait croire que c'était un punk. Hein. Je veux dire, ça suçait BHL à Tire-Larigot, mais c'était un punk. Hein. Je vous renvoie vers la vidéo que j'avais faite où je vous remonte son parcours chez Grasset. On est loin du punk. Hein. Sincèrement, quand tu fais des pieds et des mains et plus si affinité pour arriver à Saint-Germain-des-Prés et être édité chez Grasset. Et le mec a le culot, moins d'une minute après, de te dire oui, alors les soutiens de Kamala Harris à Saint-Germain-des-Prés. Ben, tu viens de là, en fait, frérot. Enfin, juste pour info, t'étais leur bouffon à l'époque, en fait.
Donc, faut quand même pas trop oublier non plus d'où tu viens, mais ça, c'est du Onfray. La pirouette sur un temps de plus en plus rapproché, c'est rare, c'est beau, c'est Michel. Ah, mais c'est Huntington, il crée les conflits. Mais non, Huntington, c'est pas le cancérologue qui crée le cancer, c'est celui qui diagnostique le cancer. Huntington, il disait, c'est comme ça que ça va se passer. Et ça se passe effectivement comme ça. Les blocs spirituels sont des blocs géopolitiques aujourd'hui. On est sur CNews et sur Europe 1 avec vous, Michel Onfray. On va juste écouter l'ancien président Nicolas Sarkozy. Il s'est exprimé hier soir à Paris lors d'une conférence. Il évoque cette élection de Donald Trump qu'il exprime ici. Oui, une vision française, il a raison. Je ne suis pas sûr que ça colle absolument pour les États-Unis parce que la question de la nation, c'est vraiment une affaire française. Vous savez, il y a eu des bouquins qui ont été écrits, des livres, pardon, qui ont été écrits par Hannah Arendt ou Georges Gusdorf, par exemple, qui ont comparé les deux révolutions américaine et révolution française. La révolution américaine, elle s'est faite pour la liberté, parfois au détriment de l'égalité. La révolution française, elle s'est faite au nom de l'égalité, parfois au nom de la liberté. C'est en fait la fraternité qui permet une véritable révolution avec liberté, égalité, fraternité. La liberté sans fraternité, c'est la sauvagerie du libéralisme. L'égalité sans la fraternité, c'est les gens qui coupent les têtes parce qu'ils veulent que toutes les têtes soient à la même hauteur. Il faut la liberté, l'égalité et la fraternité. Nicolas Sarkozy tempère lui-même son discours, puisqu'à un moment donné, il parle aux Américains. Là, je suis plus d'accord avec lui. La nation, elle est très française. La nation américaine, elle existe. Il a raison. C'est vrai qu'il existe une nation américaine. Une confédération. Mais alors, qui est une confédération, vous avez raison. C'est un État fédéral. Et finalement, ce sont les Girondins. C'est pas la même. J'allais dire, c'est pas la même France. Les États-Unis, c'est-à-dire les Américains, ils sont Girondins. Les Français, ils sont Jacobins. Mais il a raison dans le fond. C'est-à-dire qu'effectivement, ceux qui s'adressent au peuple. C'est le mot qu'il n'a pas utilisé, mais que j'aurais moi utilisé. La nation, il a raison. L'Amérique, il a raison. Ajoutons le peuple. J'avance un peu, c'est une partie un petit peu chiante. On a de la pépite quand il commence à parler d'Elon Musk. Et là, rappelez-vous, les positions de Michel Onfray sur Elon Musk, là encore, ça régale. On se rappelle que le mec avait lourdement dénoncé, et je le rejoins complètement là-dessus, enfin non pas parce que je le rejoins, c'est vrai, mais j'étais d'accord avec lui à l'époque, sur sa dénonciation de Neuralink, projet Neuralink, de la puce, un projet hautement transhumaniste. On se rappelle, on avait regardé d'ailleurs, on avait fait un réact là-dessus, où il dénonçait Elon Musk et tout machin. Écoutez-le, léger retournement de veste, moins que d'habitude, mais quand même. Musk, alors bon, sur le fond, sur les dépenses publiques, on va voir ce qu'il va faire. Mais son projet, c'est quoi pour vous? Alors, il y a deux projets. Ce projet est récent. Moi, ça fait 3 ans que je lui cours après pour essayer de faire un numéro spécial hors série de Front Populaire. Oui, ce type, c'est Christophe Colomb. C'est un génie. C'est un génie. Mais c'est un fou en même temps. D'accord. Et c'est un chef d'entreprise qui est une brute totale. Il a des idées, je sais pas, il doit avoir 10 idées à la seconde, et il peut avoir une idée à 3h du matin, et d'un seul coup, sur sa boucle, il envoie ça, il dit, maintenant, il faut faire ceci, il faut faire cela, j'ai décidé que, etc. Mais il vit dans son bureau, en fait, il n'a pas de maison, il vit dans son bureau. Oui, maintenant, oui. Oui, c'est vraiment un personnage particulier. Et il a un projet civilisationnel. C'est-à-dire que quand il appelle à 3h du matin en disant, réunion dans mon bureau dans un quart d'heure, il dit, moi, il faut que je prenne un jet, je serai pas là avant 11h, ou je ne sais quoi, viré. Et puis quand vous arrivez dans la boîte, il n'y en avait plus le pass, et puis si vous y arrivez dans votre bureau, vous n'avez plus rien dans votre bureau, tout a été déménagé. J'ai lu pas mal presque tout ce qui s'est fait en France, il n'y a pas grand-chose sur lui. Là aussi, on va le mettre dans le bingo, petite parenthèse, mais Onfray est génial. Il rappelle sans cesse qu'il a lu. Alors, c'est pas un travers en soi, c'est très bien, et c'est bien de dire tel livre, de citer des livres, je le fais, tout le monde le fait, il n'y a aucun problème. Mais là, sur un truc, tu vois, on s'en fout, je veux dire, tu parles de Musk, on te fait confiance, t'es invité à la télé, tu dois savoir de quoi tu parles. Il te dit, non, j'ai presque tout lu ce qui est sorti sur Musk que je connais. C'est extraordinaire. C'est vraiment le mec début lycée, tu vois, qui dit, si, j'ai déjà fait l'amour. Si. Peut-être toi, tu parles de rien à voir. Tu arrives lundi matin, tu dis alors, t'as vu Les Dents de la Mer 2 Ouais, mais j'ai déjà fait l'amour en fait. J'ai déjà vu tout nu et tout. Mais c'est hallucinant. Ça aussi, il faut le mettre dans le bingo quand il dit qu'il a lu quelque chose. Et souvent, il y a le double bingo de ce que les gens n'ont pas lu. Il dit j'ai lu ça que personne n'a lu ou que les gens devraient lire. C'est intéressant. Et moi, Hervé Rault, j'ai vu, pour le bingo, il faudra rajouter Girondin et Jacobin. On va se le préparer la semaine pro. Son management est terrible. Il se prive de gens géniaux comme ça. Parce que vous pouvez comprendre que quelqu'un ait des difficultés à venir à une réunion, c'est pas une raison pour le virer, c'est-à-dire de vous priver de ses talents et de ses compétences. On ne gère pas un État souverain, comme on en parlait tout à l'heure, de cette manière-là. Donc sur ce sujet, je suis sûr qu'il va se brûler les ailes, Elon Musk. Il a par ailleurs un projet civilisationnel. Tesla, c'est lui, comme vous savez. SpaceX, c'est lui, c'est-à-dire les fusées qui s'en vont sur la Lune pour aller au-delà, enfin vers la Lune. Pour aller au-delà, lui, son propos, c'est d'aller sur Mars un jour. Et ce bras articulé qui a récupéré la méga fusée incroyable, Starship. C'est incroyable. Puis un type, à chaque fois qu'une de ces fusées explose, dit on a gagné.
Les gens disent, mais pourquoi vous avez gagné? Et on a gagné parce qu'on a appris des choses, donc on continue. Voilà quelqu'un qui a compris comme Christophe Colomb. Je sais pas si Christophe Colomb le savait quand il l'a fait, mais quand on invente la caravelle, le bateau, on rend possible la découverte des Amériques en 1492 et on change totalement le monde. Lui, il a compris qu'il y avait effectivement un réchauffement climatique, qu'il était en relation avec ce que l'astrophysique nous enseigne, pas avec ce que les bobos écolos nous enseignent ou le GIEC. C'est-à-dire qu'il y a des cycles de réchauffement et de refroidissement de la planète depuis que la planète existe et indépendamment. Alors là, écoutez bien. C'est du miel. J'étais dans le bus ce matin quand j'ai écouté ça, je me suis fendu la gueule. Des hommes. C'est-à-dire, vous avez la création du monde, vous avez aujourd'hui, et l'homme, il est arrivé très à la fin. Mais l'homme a un impact sur l'environnement. Il a un impact, donc c'est indéniable. C'est indéniable, simplement, on ne l'a pas mesuré. C'est-à-dire qu'il y a une relation anthropique, comme il dit, de la faute de l'homme, je veux bien. Simplement, personne n'a tiré la conclusion du fait que pendant un an, il y a eu ça a duré combien de temps le Covid qui nous a un peu plus d'un an, contenu chez nous. Personne, pas un avion, pas une voiture. Ça a été incroyable pour les écologistes. On aurait pu dire, alors, ça donne quoi? Rien. Il n'y a pas d'avion pendant un an, Michel. Non, mais je veux dire, quelques semaines. Oui, mais enfin, on peut mesurer. C'est encore un autre débat. Non, c'est un autre débat. Mais, le mec se fait latter la gueule par Laurence Ferrari, quand même. Mais vous avez vu la connerie qui sort? Le mec te dit, pendant le confinement, il n'y avait pas un avion, pas une voiture, pendant un an. Mais franchement, et j'aurais jamais cru dire ça. Mais au moment du Covid, on en avait parlé, on se plaignait. Alors on se plaignait non, c'était un constat, et sans leur manquer de respect en tant qu'individu, mais le camp des complotistes, si on estime qu'il y eut un camp, je me plaignais que les représentants, c'était Bigard et Lalanne. En tant qu'artiste, je les aime beaucoup pour ce qu'ils font. Mais par rapport au Covid, tu dis, putain, en face, ils ont Mbappé et Thibaut Inchep, tu vois. C'est quand même la classe, tu vois. Et je me demande si la nouvelle burnasse qu'on va avoir pour représenter les complotistes, c'est pas Michel Onfray. Hein. Parce qu'à ce rythme-là, le mec te dit, pendant le Covid, il n'y avait pas un avion dans le ciel. Pendant un an. Dans le monde entier. Même les oiseaux ont arrêté de péter, paraît-il. Donc c'est ridicule, mais vraiment c'est risible. Mais je suis sur le cul en ce moment de ce qui sort. Michel Onfray, c'est hallucinant. C'est vraiment hallucinant. Il est en roue libre. Même Ferrari lui met un tir en mode bon attends Michel, ta gueule. Parce que là c'est n'importe quoi. Même avec tes lunettes, on voit bien que t'es un pigeon. Donc c'est génial, c'est génial. Sur cette question du fait qu'un jour, dans 4 milliards d'années, il n'y aura plus de planète parce qu'elle aura explosé, elle aura disparu. Elle va commencer par chauffer, réchauffer, etc., etc. Oui, il y a une part humaine. Je ne nie pas la part humaine. Je dis simplement que elle est sûrement pas déterminante parce qu'il y a eu des hommes sur la planète très peu de temps sur l'existence de cette planète. Et lui dit, il faut qu'on prévoie ça. L'espèce humaine ne peut pas disparaître. Elle doit donc aller sur une autre planète. C'est ça, il faut qu'elle aille sur une autre planète habitable. Il y a ce qu'on appelle des exoplanètes. Il y a probablement des vies extraterrestres, des civilisations extraterrestres qui sont possibles. Ce sont des gens du CNRS qui aujourd'hui le disent. C'est pas du tout Jean-Claude Bourret. Ce sont des gens qui sont des spécialistes des vies extraterrestres. Et lui, il envisage ça. Il envisage donc une vie post-terrestre. Il envisage une vie post-humaine. C'est-à-dire, nous, on a des capacités, elles sont plus ou moins limitées, chez certains, elles sont très limitées. Et puis, lui, il dit, mais on a la possibilité aujourd'hui de pucer le cerveau. Et le puçage, très simple à faire. Des implants Neuralink. Faites un implant, et à ce moment-là, vous pouvez augmenter le cerveau. Si c'est avec les sottises de Wikipédia, vous imaginez ce que ça va donner, quoi. C'est-à-dire, d'un seul coup, vous posez une question à quelqu'un, et c'est Wikipédia qui répond à sa place. Ah, c'est terrible. Et oui. Et donc, l'intelligence artificielle, c'est aussi ça. Vous avez choisi il y a quelque temps l'image d'une espèce de bras articulé qui joue du violoncelle, là, c'est une mécanique totale, voilà. Oui, c'est l'intelligence artificielle. Et lui, c'est l'homme de Neuralink, de l'intelligence artificielle. Tesla, c'est juste fait pour pucer tout le monde, enfin, pour suivre tout le monde à partir de notre téléphone portable et du puçage qu'on va, etc., etc. Lui, c'est une civilisation qu'il veut faire. Là, il a quelqu'un qui est très sensible à la folie d'Elon Musk. Bon, je parle de Trump. Parce qu'à une époque, Trump, il dit, les voitures électriques, c'est n'importe quoi. Là, Musk est avec lui, donc il défend désormais les voitures électriques. Si l'autre lui parle de son projet civilisationnel, ce qui va être le cas, Trump, il va dire, et moi, j'ai 4 ans pour faire avancer ce projet civilisationnel. Je le dis depuis le début, la civilisation qui est la nôtre et qui s'effondre va être remplacée par une autre civilisation dont je dis qu'il est l'homme lige, Musk. Et donc là, il part pour 4 ans. Moi, je pense qu'il va pas durer 4 ans parce que ça va clasher entre les deux hommes, qu'on vire pas des gens comme ça qui travaillent comme on le fait dans des entreprises américaines.
Mais on verra ce qu'ils feront l'un et l'autre sur le terrain de la civilisation. Michel Onfray, on est dans... Et voilà, on va finir avec ce passage-là, mais il y a un choix de termes qui est très intéressant, les copains, parce que c'est pour ça que je vous rappelais au tout début, rappelez-vous les positions de Michel Onfray sur Elon Musk, où il parlait clairement de transhumanisme, il donnait très souvent l'exemple de la truie Gertrude, qui est le premier individu à avoir reçu une greffe de puce Neuralink, c'était une truie. Euh, et Onfray dénonçait le transhumanisme, le débat face à Laurent Alexandre. Je ne sais pas si vous vous rappelez, on avait regardé ça dans le Juste Bistrot. À ce moment-là, ils en avaient parlé. Et Onfray s'est penché sur les dangers représentés par Elon Musk. Et là, si vous notez bien, et pour un amoureux des mots qu'il l'est, il faut être attentif, hein, il l'aurait reproché à quelqu'un d'autre, assurément. Michel Onfray parle de civilisation préhumaine. C'est plus du transhumanisme. Donc tu sens que déjà dans le choix des termes, le mec n'est absolument pas raccord. Alors, est-ce qu'il est pro-Trump? C'est pas le sujet. Mais c'est fou, en fait, pour plaire à l'audimat, même quelqu'un de supposément intelligent, même un philosophe, est prêt à ce genre de bassesse, où le discours change. Alors, on connaît ses contradictions, mais c'est très fin comme changement. C'est pas immense. Mais je trouve que ça en dit très long sur la solidité du discours du type, qui est en fait aujourd'hui, peut-être que j'ai mis du temps à en être convaincu, hein, c'est possible, hein, mais qui est devenu un militant, hein, qui est un intervenant de plateau. Je veux dire, il n'y a plus de philosophie chez Onfray. On peut parler de syndrome Enthoven, quoi. C'est-à-dire que tu pars de trucs assez solides, contemporains, dans la forme de l'époque, mais où on dit, bon, allez, on te fait confiance, et en fait, t'es une pompe à vélo. Donc, cette séquence est folle, hein. Ça fait 24 minutes. Je vous invite à regarder la suite si vous voulez. Mais j'ai trouvé ça vraiment, vraiment brillant. Ça m'a fait marrer, ça m'a fait réfléchir. Et je voulais vous le partager. Voilà. Et Folcloche qui dit, je suis complètement d'accord, qui dit, c'est justement parce qu'il est intelligent qu'il le fait, ou bien du moins qu'il tente de le faire. Complètement d'accord. Voilà. Voilà les copains, ce qu'on pouvait se dire pour aujourd'hui. On va se quitter parce que dans 7 minutes, c'est la force tranquille qui déboule. Je vous mets le lien dans le chat. N'hésitez pas à partager sur les réseaux sociaux. Et nous, on va se retrouver demain, même heure, même endroit, en pleine forme, pour papoter dans le Juste Bistrot à 16h45. Voilà les copains, je vous embrasse. Passez une excellente soirée. À demain en pleine forme. Vive la rigolade et vive la France.